Le programme Verger Cidricole de demain expérimente et évalue des systèmes de culture cidricole innovants basés sur des pratiques agroécologiques avec un objectif de double performance économique et environnementale. 9 parcelles implantées chez des producteurs de l'ouest de la France forment le réseau d'expérimentation de ce programme. Sur chaque parcelle sont comparés 2 systèmes de culture d'environ 1 hectare, la modalité éco, qui consiste en un système bas intrant, et la modalité prod, un système témoin où le producteur réalise les mêmes pratiques que sur le reste de son exploitation. Le dispositif est commun dans les 2 systèmes, même variété et même porte-greffe. Nous sommes ici sur la parcelle du verger de demain du lycée agricole du Pays de Bray, à Brémontier-Merval, dans le 76. Il y a 120 hectares de culture, 12 hectares de verger pour pommes à cidre et jus, et puis une centaine d'hectares pour tout ce qui est prairies temporaires pour le troupeau de vaches normandes, avec transformation du lait en fromage de Neuchâtel. Donc l'objectif de cette parcelle, c'était de tester une parcelle bas intrant en agriculture biologique en mettant en place 2 leviers principaux qui sont l'extensification pour favoriser l'aération et le pâturage par des moutons. Sachant qu'au niveau de l'extensification, donc sur la parcelle éco ici, le verger est planté à 500 arbres hectares, alors que du côté prod, on est à une densité plus classique de 800 arbres hectares. La parcelle se situe sur un sol argilo-limoneux, avec une teneur organique élevée, mais qui présente une texture hétérogène, plus argileuse en éco qu'en prod. La moyenne des précipitations est de 700 mm par an environ. L'historique de la parcelle présente un précédent maïs pour les rangs de jus d'or en éco comme en prod, et en luzerne pour les autres variétés. Dans la modalité prod, nous avons installé une bâche avant plantation qui permettait de pallier aux problèmes d'enherbement sur jeunes vergers. Cette bâche a été maintenue pendant 3 petites années. Nous l'avons enlevée en 3e feuille et après donc l'enherbement spontané a pu recouvrir sur le rang. Côté éco, par contre, nous avons apporté un mulch de copeaux de bois de façon localisée au pied des arbres. L'objectif du mulch discontinu, c'est de limiter la propagation du campagnol sur le rang. Par ailleurs, le mulch discontinu permet de réduire beaucoup le coût, qui est quand même assez élevé pour ce type de couverture du sol. Au niveau des interrangs, côté prod, ça a été de l'enherbement spontané qui a recouvert le terrain. Et par contre, en éco, nous avons implanté une prairie fleurie, un interrang sur 2, pour faciliter tout ce qui est faune auxiliaire et enrichir le côté agroécologique de cette modalité. Les autres interrangs étaient là pour donner suffisamment de prairies pour les moutons. Concernant la fertilisation, on a fait un apport de matière organique important sur la parcelle éco avant plantation de 40 tonnes hectares. La fertilisation apportée ici, matière organique, provient de l'élevage de la ferme de l'exploitation. Et ensuite, on a fait des apports de fumier à raison de 10 à 20 tonnes par hectare en plein sur éco et prod. Sur la parcelle éco, on a complété l'apport de fumier par un apport de guanéo. On a remarqué assez rapidement des carences azotées au niveau du feuillage, qui s'exprimaient aussi au niveau des arbres par une coloration jaune des arbres. Et on avait des problèmes de nouaison et d'accrochage assez importants sur la parcelle. Ce qui nous a conduit à compléter la fertilisation azotée, car bon, les autres éléments au niveau de l'analyse foliaire étaient corrects. On a réalisé en fait des apports dès la 3e feuille, mais ces apports n'ont pas suffi à compenser la fin d'azote qui était induite par la présence de mulch au pied des arbres, qui a été présent pendant les 3 premières années du verger.
Pour nous, l'introduction des moutons n'a pas posé de problème particulier puisque nous avions l'habitude déjà de l'élevage. On avait même une petite troupe de moutons qui n'étaient pas de la même race. Par contre, il a fallu faire bien sûr clôturer la modalité, éventuellement les sortir de la modalité en cas de traitement ou au moment des récoltes. Ça demande un peu de vigilance, mais globalement, pour nous, c'était vraiment pas un problème. L'objectif de l'introduction de moutons sur cette parcelle, c'était pour diminuer à la fois les temps de tonte et en même temps favoriser une régulation naturelle de certains bioagresseurs. Côté prod, en fait, on en est à peu près 3 tontes en saison. Côté éco, bon, il y a des petites corrections à faire. Notamment, il y a quelques refus des moutons, mais bon, ça a nettement diminué les broyages. Ça nous arrive d'en faire un par saison, quoi. Néanmoins, les moutons mangent les feuilles les plus basses, ce qui peut réduire un peu le potentiel de production des vergers. Autre problématique, certains individus se sont attaqués malgré tout au tronc des arbres pendant l'été 2016, nécessitant leur déménagement et leur remplacement sur la parcelle. Concernant la lutte contre les bioagresseurs, difficile de connaître l'impact exact de l'arrivée des moutons. On n'a pas pu mettre en évidence des faits des moutons parce que sur le Plocamp, on avait une pression nulle, on n'a jamais capturé avec le piège rebelle et sur la tavelure, la pression a été relativement faible toujours sur cette parcelle, donc ça ne permet pas vraiment de conclure. En revanche, sur le campagnol, on a eu quand même une pression plus importante sur la parcelle prod où il n'y a pas les moutons, ce qui peut montrer une influence du mouton qui pourrait limiter le campagnol parce qu'en fait, il casse les galeries avec ses sabots, avec le piétinement. La pression des ravageurs a globalement été faible sur ce verger. Des insecticides autorisés en agriculture biologique ont permis de maîtriser le carpocaps, tandis qu'aucun traitement n'a été effectué pour gérer le puceron cendré, la pression étant très faible, notamment grâce au contexte pédoclimatique défavorable à son développement, mais aussi à la régulation naturelle assurée par la faune auxiliaire. Peut-être le ravageur le plus préoccupant entre guillemets sur cette parcelle, ce serait l'anthonomes, puisqu'on a eu 1 ou 2 années avec des pressions quand même assez importantes, mais c'était sur des années de très bonne floraison. Donc au final, l'impact agronomique n'a pas été très élevé. Là, ce qu'on observe depuis 2 ans, c'est une pression qui est quand même très modérée. Il semble qu'on soit dans une situation où les populations ne se développent pas de façon vraiment très importante, comme on peut l'observer parfois chez certains producteurs, notamment en agriculture biologique. Le chancre a été assez présent sur Eco, sur la variété jus d'or. On a réussi à endiguer le développement du chancre sur tronc et à avoir un impact qui au final n'est pas très important. La pression tavelure a été faible sur les 2 modalités, bien qu'un peu plus forte en prod, de par la forme du sol en cuvette, favorable à son développement. 2 ou 3 interventions très ciblées par an ont permis de contenir le champignon sur le verger. Un ratio très faible. C'est aussi dû peut-être au contexte pédoclimatique, puisqu'on a quand même des températures qui sont moins favorables à la tavelure que sur d'autres secteurs. Comme on a aussi un débourrement un peu tardif, les premières contaminations tavelure n'ont pas forcément d'incidence puisqu'on n'est pas encore au stade sensible. Donc en conséquence de quoi, les IFT sont très faibles. Un peu plus faible encore sur la parcelle éco. On est arrivé à réduire les interventions, notamment en agissant sur le niveau d'intervention par rapport à la tavelure selon la variété, alors que sur le côté prod, les 3 variétés étaient la plupart du temps traitées de la même façon, ce qui a permis de réduire un peu les interventions sur la parcelle éco. Au total, tous ces leviers ont permis de faire baisser les IFT hors biocontrôle de 20% dans la modalité éco par rapport à la modalité prod. Concernant les rendements, ils sont inférieurs sur la parcelle éco, même ramenés à la même densité de plantation. Ça s'explique notamment par des problèmes de nouaison, et de floraison et d'accrochage qu'on a évoqués précédemment par rapport à des problèmes de carence azotée.
Elle n'est pas due à une vigueur différente puisque le développement des arbres mesurés est similaire entre la parcelle éco et la parcelle prod. La variété douce de l'Avent n'a pas donné des résultats très satisfaisants, notamment dans un contexte bas intrants et en agriculture biologique, on a quand même observé un feuillage avec des expressions de carence, de maladies, qui en tout cas a été d'un impact négatif sur l'aspect agronomique. La variété jus d'or sur la parcelle éco n'a pas eu de très bons résultats agronomiques, mais c'est aussi en partie dû au précédent maïs, puisqu'on a quand même eu un problème au démarrage des arbres qui a continué à se voir quand même pendant quelques temps, et ce qui a été accentué par la présence de mulch et la fin d'azote qui a conduit à des rendements qui ne sont pas suffisants. Et donc au final, c'est la Dabinette qui s'en sort le mieux, avec un niveau de rendement qui est tout à fait correct pour une parcelle conduite en bio. Cette expérimentation du verger de demain a été particulièrement intéressante puisque elle nous a permis de faire un vrai travail en équipe, que ce soit avec l'IFPC, avec les conseillers en arboriculture fruitière et avec d'autres producteurs aussi qui mettaient des itinéraires techniques en œuvre. Nous, sur Merval, nous avions une habitude d'un verger assez extensif, sans vraiment de suivi rapproché. Et là, au contraire, on a beaucoup appris avec ce verger de demain.